bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de régime riche en graisse, on va parler des maux de tête et du sport en plein air. Euh, ah oui, j'ai sorti aussi sur le site ce week-end une vidéo sur comment stimuler le nerf vague. Alors pour mieux récupérer, ça c'est à vous de voir en fait, hein, les besoins que vous pouvez avoir, parce que le nerf vague, en fait, si vous voulez, il participe à toute la sphère du système nerveux parasympathique, donc celui qui a plutôt tendance à vous aider à vous détendre, à digérer, etc. Enfin, plutôt la sphère, on va dire, récupération, temporisation, et pas la sphère de l'action, en fait. Et il y a, enfin, vous avez dû voir qu'il y a beaucoup de bouquins qui sortent sur le sujet. Alors beaucoup dans le développement personnel, hein, mais assez peu finalement dans le mode de vie, lifestyle, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais et je me suis dit: «Mais les études qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ce qu'on peut entendre par rapport à ça?» Et j'ai trouvé pas mal de petits outils par rapport au sport. Ça fait beaucoup de fois les mots par rapport là. Donc j'ai trouvé pas mal de données dans le sport et dans la diététique et tout, des approches en fait, liées au nerf vague. Et je comprends pas qu'il y ait des choses aussi simples qu'on ne mette pas en avant en fait, parce que ce sont des enfin alors, peut-être qu'elles sont découvertes que depuis trop peu de temps, mais il y a toujours un laps de temps, je trouve, hein, très, très large entre le moment où des publications, au niveau scientifique sont faites, je parle même pas des études sur les animaux, je parle vraiment des études avec les humains, et le la mise en place, dans la société, quoi. Il y a un écart à chaque fois, et en plus, quand ce sont des méthodes qui sont, non finançables, enfin non, monétisables, j'ai envie de dire, parce que qu'est-ce que vous voulez monétiser sur, des approches liées au nerf vague, quand c'est du mode de vie et c'est pas du médoc, quoi? Donc c'est toujours, donc il en existe plein des choses, heu et si on n'a pas la tête dans les études, un petit peu dans tout ce qui se fait, même le podcast, hein, c'est pour ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent le podcast pour, rester un petit peu accrochés à la recherche, à ce qui se dit, à ce qui se fait. Donc si, sur le nerf vague, vous avez de l'intérêt, du stress et tout ça par rapport à ça, enfin, en tout cas du stress, pas par rapport au nerf vague, mais dans votre vie, et que vous avez envie de voir un petit peu comment vous en occuper mieux, allez voir, vous allez apprendre deux trois trucs nouveaux. Donc c'est en description de cet épisode. Alors, anxiété et régime riche en graisse. Donc tout ce dont je parle là est sourcé, documenté, et vous avez les liens dans les notes du podcast, hein. Donc j'ai noté un régime riche en graisse, ce qu'ils appellent HFD, donc Height Fat Diet, ne se contente pas de causer de l'obésité, il pourrait également augmenter l'anxiété, selon une étude récente menée sur des rats. Donc en seulement 9 semaines, les rats soumis à ce régime ont montré une réduction de la diversité de leur microbiome intestinal, avec une augmentation du ratio en firmicutes par rapport aux bactéroïdetes. Cette altération du microbiote a conduit à une augmentation de l'expression des gènes liés à la sérotonine. Donc, je ne vais pas vous citer les gènes parce que, enfin, ça veut rien dire pour le grand public, et pour moi non plus d'ailleurs. Dans certaines régions du cerveau, notamment le noyau dorsal du raphet, une zone associée aux réponses au stress et d'anxiété. Donc, ces rats soumis à la diète riche en graisse, là, ils ont également démontré une augmentation des comportements de défense liés à l'anxiété, observés à travers des tests comportementaux spécifiques, par exemple des niveaux de TPH2, machin, qui ont augmenté de manière significative dans les sous-régions du noyau raphet dorsal, une augmentation corrélée à des réponses émotionnelles amplifiées.
Donc, en résumé, ça change le microbiote intestinal, l'axe, microbiote intestin-cerveau. Et alors, c'est toujours la même chose, riche en graisse, on aimerait bien savoir quel type de graisse et on aimerait bien savoir, à hauteur de combien. De toute façon, on le sait, que par exemple, beaucoup de graisse saturée, ça peut conduire à une forme de résistance à l'insuline. Il y a eu quelques papiers publiés là-dessus, mais on voit aussi que chez des personnes qui font, par exemple, une approche de type, heu très, très basse en glucides, où ils remontent un petit peu les graisses, ils ont pas forcément ces problèmes d'anxiété et tout, mais donc il y en a qui vont dire: «Mais attends, je comprends pas, c'est contradictoire». Bon, déjà là, c'est sur des rats. Moi là, je parle ce dont je parle là, c'est sur les humains, mais l'étude, enfin le papier que j'ai cité là, c'était sur des rats. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des différences. Les gens, quand ils se basent uniquement sur les macros et sur les calories, Heu, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, puisque c'est les fondements de la nutrition, de la diététique. Derrière, en fait, ce qu'il faut voir, c'est de quoi sont composées ces calories et ces macros. Par exemple, si vous prenez, 10 grammes de graisse, cette graisse, ces 10 grammes de graisse, ils peuvent venir, des graisses saturées, par exemple, je sais pas moi, du beurre ou de la graisse de la viande ou autre, ou ils peuvent venir, des graisses de type de l'huile d'olive, ou des graisses de poisson, ou des amandes ou de l'avocat. Et vous avez, si vous comprenez qu'il y a des différences entre les qualités de graisse, heu, i un régime basé, sur un régime haut en graisse, un peu, les cétos et carnivores à l'américaine, où on peut s'envoyer du bacon et tout, alors du fromage pour ceux qui en mangent, à haute dose. Donc en fait, en gros, beaucoup de graisses saturées et finalement pas énormément de graisses, polyinsaturées et cetera. Eh bien, c'est pas forcément quelque chose de bon, enfin à mon sens. Alors évidemment, si on fait beaucoup de sport, en parallèle, la personne dira: «Mais moi j'ai aucun problème», ce qui n'est pas faux. On voit, d'ailleurs c'est le vous savez le gars qui fait plein de records là, Ross, je sais plus comment, qui nage, qui court, qui fait les marathons, à la nage et tout là. On voit les tonnes de calories qu'il consomme, de très mauvaise qualité souvent. On voit des pizzas, des machins et tout, et pourtant il a la peau sur les os quoi, enfin la peau sur les muscles plutôt. Donc on voit bien qu'avec un excès de sport, enfin oui parce que lui le sport c'est vraiment, c'est une bête de labo quoi, le type. On voit bien que, on peut avoir des signes extérieurs de pleine santé et même intérieurs, hein, de bonne santé, tant que tant qu'on fait des doses monstrueuses de sport. Après, heu, il faut jamais oublier qu'on est composé à partir de ce qu'on consomme. On est composé de ce qu'on consomme, donc on n'est pas capable de convertir quelque chose de mauvaise qualité en quelque chose de bonne qualité. Par exemple, une personne qui ne consomme pas d'oméga 3, d'origine marine, il pourra pas fabriquer de son EPA, son DHA. Il pourra en convertir un tout petit peu à partir de son ALA, donc dans les graisses, ce qu'on appelle les oméga 3 d'origine, végétale, mais il a très, très peu de chances d'en convertir suffisamment. C'est pour ça, qu'une personne qui mange jamais de poisson gras et qui prend pas d'oméga 3, c'est tendu, pour avoir un apport satisfaisant en en acides gras oméga 3 quoi. Enfin, en tout cas, en EPA, DHA. En ALA, c'est bon, mais pas en EPA, DHA. Donc ce sont des détails qui, c'est sûr, sur une courte période de 5-10 ans, peut-être que la personne se dira: «Mais moi, j'ai aucun problème», mais il faut pousser le curseur plus loin, 20-25-30-40 ans. Tous ces bons réflexes, certainement, ils auront des effets, quoi, sur la santé. Donc j'en reviens à cette étude sur l'anxiété et le régime riche en graisse. Hem, il faut la qualité de toute façon, un régime riche en graisse, aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être un régime de type cétogène. Le régime cétogène, il y a eu beaucoup de retours positifs liés aux maladies mentales, mais il y a aussi ce qu'il faut voir, c'est que l'étude là, il disait que c'était, heu,
causer l'obésité. Donc, c'est-à-dire que c'est une surcharge calorique induite par les graisses pour conduire l'individu, enfin là, pour le coup, c'est un rat, à l'obésité. Dans les régimes cétogènes qu'on fait faire aux gens pour réduire, par exemple, les crises d'épilepsie ou même certains la dépression, l'anxiété et tout. J'ai vu qu'il y a des études là-dessus aussi. Ce sont pas des régimes qui le but n'est pas de les rendre obèses, les gens. Donc, est-ce que c'est la surcharge et l'obésité qui créent de l'inflammation? Et cette inflammation, on le sait qu'elle est pas bonne pour l'anxiété et la dépression, ou est-ce que c'est réellement les graisses? Et dans ce cas-là, même lors d'un régime hypocalorique, ça devrait se produire. Et c'est bizarre parce que ça se vérifie pas vraiment dans le mode de vie, en tout cas chez l'homme, puisque sinon la diète cétogène, elle aurait été complètement débarquée des de tous ces pratiquants type fitness, santé, machin. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Donc ensuite, les aliments contre les maux de tête. Donc je sais pas si vous souffrez de migraines, de maux de tête réguliers. Moi, j'ai de la chance, j'en suis préservé. Alors, est-ce que c'est le café? Est-ce que je sais pas. Mais quoique le café, j'en bois plus beaucoup en ce moment. Je dois en boire, je allez, j'en bois moins de un par jour. Le week-end, je vais en boire un peu plus. Je vais en boire un ou 2 dans la journée, mais sinon la semaine, j'en bois quasiment plus du café. Du déca, oui, mais plus beaucoup de café. Donc je reprends. Donc les maux de tête et migraines figurent parmi les 5 principales raisons de consultation aux urgences. Une alimentation végétale stricte pourrait être une solution efficace pour réduire ces douleurs. Selon des études récentes, adopter un régime riche en composés anti-inflammatoires, heu, et antioxydants présents dans les aliments végétaux peut réduire l'inflammation nerveuse liée aux migraines. Donc des participants, soumis à un régime végétalien ont constaté une diminution significative de la sévérité de leurs douleurs. Alors végétalien, on est il y a pas d'œuf ni rien, hein. On est sur du végétal brut, hein. Toudoudou, j'en étais où? Oui, donc voilà. Donc par exemple, en réduisant la consommation de graisse à moins de 30 grammes par jour, la fréquence et l'intensité des migraines ont diminué de 6 fois, en passant de 3 crises de migraine toutes les 2 semaines à seulement une par mois, et les résultats sont relativement impressionnants. Donc un apport réduit en graisses saturées présentes dans la viande, les produits laitiers et les aliments ultra transformés a également montré une baisse notable des migraines. Donc vous voyez bien que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'anxiété, qui on se mettra peut-être d'accord sur le fait que l'anxiété se passe dans la tête, dans le mental, même si c'est un feedback aussi des retours, de retours physiques, de sensations physiques. C'est globalement dans la tête que ça se passe. Et bien, on voit aussi que là, graisse, et là, pour le coup, il nomme que ce sont des graisses saturées qui pourraient causer des problèmes au niveau des migraines. Les migraines, si c'est une inflammation au niveau de la tête, l'anxiété, je pense que son terrain est plus propice à ça. Je sais que ce sont des raccourcis, mais des raccourcis qui sont légitimes de faire. Donc ensuite, des légumes verts riches en magnésium peuvent aider à prévenir les crises. Donc toutefois, il est préférable de consommer du magnésium via les aliments naturels plutôt que des suppléments pour éviter des effets secondaires comme la diarrhée. Ça oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sensibles aux intestins liés au magnésium, hein. Et parfois, vous savez, avec le citrate de magnésium qu'on trouve dans le commerce, qui est une bonne forme de magnésium, hein. Ben, ils ont des problèmes au niveau, ça accélère un peu leur transit, quoi. Donc ça sert à rien de prendre des doses méchamment élevées d'un coup, on peut les échelonner un petit peu et puis les prendre en même temps qu'on mange peut-être, pour essayer d'éviter ça. Mais d'augmenter son magnésium que par l'alimentation quand on est sportif et qu'on sent qu'on a des signes un peu de carence, ça me semble un peu complexe. Voilà. En outre, combiner la caféine avec des analgésiques peut renforcer leur efficacité contre les maux de tête, mais la modération est essentielle. Oui, vous savez que, comment dire? Des effets secondaires du sevrage à la caféine, ce sont les maux de tête. Par exemple, si vous buvez, pas mal de café et que du jour au lendemain vous décidez d'arrêter, un des effets secondaires que vous aurez, en plus de la fatigue, voire peut-être parfois de la dépression, suite à l'arrêt, ça peut être des maux de crâne.
Donc c'est pas étonnant que la caféine, aide. Donc caféine, de toute façon, il y avait, c'est bien connu, la caféine et l'aspirine, il y a un effet synergique, par exemple, entre les 2, quoi. Il y avait d'ailleurs, il y a des années chez les bodybuilders un combo caféine, qu'est-ce que c'était? C'était 3 substances, qu'ils prenaient. Caféine, aspirine et je savais pas le éphédrine. C'était, des trucs, alors c'est illégal, hein, mais c'était, des choses, je me sais plus pourquoi ils le prenaient, si c'était pour se booster, pour l'énergie, mais en tout cas l'effet caféine et parce que vous imaginez la caféine qui va booster, qui va augmenter un peu le rythme cardiaque, l'aspirine, qui va fluidifier un peu le sang et alors l'éphédrine, je sais plus sur quoi ça jouait. Est-ce que c'était ça qui dilatait les bronches? Je sais plus. Il y avait un truc comme ça avec, puisque, c'était un truc qu'on retrouvait aussi dans les machins pour les rhumes et les allergies, en substance analogue. Enfin bon, bref. S'il y a des anciens bodybuilders, qui ont pratiqué, il y a, on va dire, dans les années, moi, quand je suis né, c'était les années 80, mais je crois que c'était à peu près à cette période-là que c'était, en vente libre et tout ça, dans les brûleurs de graisse. Voilà, bon, pour rappel, c'est illégal et ça a été enlevé du marché parce qu'il y a des gens qui en ont abusé et qui malheureusement, ne sont plus de ce monde. Donc voilà, ce qu'il disait, donc c'est le site, c'est Nutrition Fact, du coup docteur, je sais plus comment il s'appelle, Greger ou je sais plus trop quoi là, le gourou du végétarien, hein, du végétalisme là, qui est donc c'est le d'un côté il y a lui et de l'autre côté il y a la sphère carnivore et tout quoi. Heu et moi je j'ai rien ni contre les uns ni contre les autres, hein, j'observe ça de loin et je regarde ce qui me semble cohérent à partager. En tout cas, il publie pas mal, c'est sourcé. Effectivement, on peut s'attendre à ce que dès qu'il y a une étude sur, des choses, plus qui vont moins dans le sens, c'est plus difficile à publier, mais c'est quand il publie, moi j'essaie de voir, après c'est toujours, ce que la personne en pense. C'est-à-dire que d'avoir les données brutes, c'est ce que je préfère moi. Mais dès qu'on rentre dans le point de vue de l'individu, ce que moi je fais là, hein, par exemple, c'est là où il faut faire attention. Parce que, en fonction de qui il est, d'où il vient, de ce qu'il vend et tout, le discours peut ne la conclusion ne sera pas la même forcément, quoi. Et c'est pour ça, que moi je vous donne les données également là quand, je vous parle et après je donne mon point de vue. Mais il se peut que vous ayez un point de vue totalement différent, à ce que je raconte, hein. Et voilà, c'est OK pour moi. Donc faire du sport en plein air, un duo gagnant pour la santé. Faire de l'exercice dans les espaces verts comme les parcs apporte des bénéfices supérieurs à ceux de l'exercice en salle. Donc, selon une étude de l'université du Texas, A&M, donc je ne sais pas ce que c'est, l'activité physique régulière aide à prévenir des maladies chroniques, améliore l'immunité, réduit le risque de chute et prolonge l'espérance de vie. Rien que ça. Cependant, plus de 3 adultes sur 4 aux États-Unis ne pratiquent pas assez d'exercice, malgré les recommandations de 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine. Alors nous, ici, on est à, je crois qu'on était à 150. 300, ça fait beaucoup, hein, enfin beaucoup. C'est pas beaucoup 300 minutes pour, vous, moi et tout, mais 300 minutes, vous dites ça à quelqu'un qui ne fait pas de sport, il va dire, tout de même, là, enfin, ça me fait beaucoup de PlayStation en moins, quoi. Donc l'étude révèle que les espaces naturels augmentent les bénéfices physiques et mentaux de l'exercice, tout en encourageant davantage de personnes à bouger. Donc les parcs, sentiers et jardins communautaires, sont particulièrement populaires. Les facteurs attractifs incluent les équipements, l'éclairage, la bonne signalétique et tout ça, et des éléments naturels comme les arbres, de l'eau. De plus, une atmosphère accueillante et une perception de sécurité renforcent l'attrait de ces milieux.
Tiens, bah, ça ferait un bon sujet pour la France en ce moment, ça. Toutefois, l'accès à ces espaces varie selon la géographie et le niveau socio-économique. Par exemple, 98% des résidents de l'Illinois vivent à moins de 800 mètres d'un parc, contre seulement 29% au Mississippi. Donc, pour promouvoir l'utilisation des espaces verts, les professionnels de santé peuvent prescrire des contacts avec la nature, montrer l'exemple et participer à des initiatives communautaires comme le programme Be Well Communities à Houston. Bon, là, on est aux États-Unis, mais chez nous, on a un pays qui est relativement vert, hein. Alors, je sais que pour ceux qui vivent en cœur de ville, ils se rendent pas compte qu'on a un pays vert. Mais si vous êtes par exemple de Paris, vous m'écoutez, vous êtes sur Paris, allez, comme vous dites, en région, comme se moque un peu Maxime Gasteuil là dans son spectacle. Allez voir un petit peu, vous verrez qu'il y a des forêts à perte de vue et que de faire du sport en plein air, c'est vrai qu'il y a une dimension. Alors que vous connaissez, si vous êtes allé pédaler, courir ou quoi en plein air, c'est beaucoup plus agréable que de le faire en salle de sport. Alors en salle de sport, ça dépend, parce que si vous y allez pour draguer, c'est sûr que de courir sur un tapis de course collé à celui de la personne qui vous taquine ou qui vous cherche un peu du regard ou je sais pas quoi, ça peut être intéressant pour vous et motivant. Mais si vous en avez rien à faire de ça, il me semble que de courir en pleine nature, vous en prenez plein la poire. Enfin, moi, de toute façon, j'ai un parti pris puisque j'adore la nature. Donc, c'est un peu comme si j'essayais de vous la vendre et donc comme si j'avais un conflit d'intérêts avec elle, quoi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les bénéfices de l'activité physique sont, comment dire? Il y a un effet synergique, un peu comme tout à l'heure, on parlait de la caféine et de l'aspirine pour la migraine. Et ben, un peu, là, il y a un effet synergique du sport plus nature, quoi. Donc c'est-à-dire que si vous avez une barre de traction en pleine nature proche de chez vous, vous en tirerez plus de bénéfices à aller faire vos tractions là-bas que de les faire en salle. Au niveau, santé, physiologie, tout ce que enfin physiologie, ça veut rien dire, mais au niveau de la santé, ça sera meilleur, quoi. Donc après je pense que c'est vrai qu'il y a un métier qui peut être, relativement, je sais pas dans quelle ville vous habitez. Moi, j'habite proche d'une ville qui s'appelle Montpellier. Bon, je suis dans la nature là où je suis, mais je suis proche de cette ville. Elle est on va dire à 15-20 minutes. Enfin 15 minutes, j'abuse un peu. On va dire en 20 minutes, je peux être dans la ville, quoi, au cœur de la ville. Si je vais en bagnole, bon, pas à pied bien sûr, sinon je serais pas vraiment dans la nature. Eh bien, le l il y a beaucoup de travaux et il me semble qu'il y a assez peu de mise en place de trucs comme ça, d'espaces verts et tout. Alors il y en a, ils sont préservés, mais il y a pas de nouveaux parcs qui se mettent en place. Pour la simple et bonne raison que, dès qu'on a un espace vert, un espace creux, qu'est-ce qu'on veut y faire? Ici, dans le sud, le prix au mètre carré est excessivement cher. Quand vous avez de la terre nature, un bout de nature en cœur de ville, c'est des milliers, voire des millions d'euros peut-être. Enfin, c'est plutôt des millions d'euros, on va dire. Eh bien, bah, ça fait rapidement tourner les têtes des gens, parce que ceux qui les vendent, eux, ils ont leur maison en campagne avec un terrain et tout. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, il y a des endroits où on végétalise les toits. Et ça, je trouve ça génial, de végétaliser imaginez, végétaliser l'intégralité des toits des immeubles. Bah, vous vous retrouvez à plus vous allez en cœur de ville, plus vous avez en fait une perception vue du ciel de verdure. Ce qui est quand même fou, hein. Après, je sais que ça peut poser des problèmes avec les racines et tout sur la structure du bâtiment. Évidemment, on va pas s'amuser à planter un chêne en haut d'une tour, mais au moins de végétaliser au maximum, de mettre peut-être une fontaine, quelque chose, et de végétaliser. Et ça, je pense que ça peut être intéressant parce que regardez le nombre de toitures, de toits, d'immeubles, les toits plats, hein, je parle pas les toits en pente, les toits plats qui sont tels quels, quoi. Il y a rien, enfin, c'est moche, tout simplement. Et ben là, de les végétaliser, ça pourrait créer des atmosphères beaucoup plus agréables. Tapez toit végétalisé, vous allez trouver, il y a des pays qui l'ont fait, hein, des pays, des villes qui l'ont fait, quoi. Voilà. Bon, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure,
J'ai parlé du nerf vague, donc stimuler son nerf vague pour mieux récupérer. Donc le contenu concret que vous allez vous allez avoir les bases de la variabilité de la fréquence cardiaque VFC et toute l'importance pour la santé, donc ça sera bien expliqué. Donc comment stimuler efficacement le nerf vague à travers diverses techniques, les bienfaits de l'entraînement basé sur la VFC pour améliorer votre endurance et éviter le surentraînement, les pratiques alimentaires pour soutenir la fonction du nerf vague. Donc tout ça c'est en cours vidéo, mais vous pouvez écouter en audio, vous n'avez pas besoin de le regarder, en fait vous pouvez juste l'écouter. Si vous aimez les podcasts, c'est parfait, vous faites la même chose. Et vous avez en plus toutes les notes en PDF qui sont incluses. Vous n'avez pas besoin d'avoir de crayon, de quoi que ce soit sous la main. Vous écoutez, donc soit c'est percutant pour vous, soit vous apprenez, vous épongez, et puis vous savez. Et si vous avez peur d'oublier, c'est pas grave. Vous avez le PDF juste sous la vidéo à chaque fois pour l'avoir, à vie dans votre téléphone où vous voulez, vous l'imprimez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous avez toutes les notes, quoi. Et d'ailleurs, j'ai rajouté, vous le verrez bientôt, j'ai rajouté une section dans tous les PDF maintenant que à chaque cours, vous allez voir, il y a une nouvelle section qui va vous grandement vous apporter. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc là, on est rentré dans une période de récupération sur l'espace VIP où j'ai fait les signaux d'alerte du surentraînement, j'ai fait êtes-vous en surentraînement, j'ai fait là sur le nerf vague. Ce sont des choses qui me semblent importantes de maîtriser, de bien comprendre pour éviter les allers-retours. Je m'entraîne, je m'entraîne pas, je m'entraîne, je m'entraîne pas. Et puis tous les aspects, comment dire, tous ces aspects psychologiques liés à ça, parce que quand on bascule dans le surentraînement ou l'épuisement, il y a une dimension mentale, psycho derrière qui est très désagréable. C'est pas du tout, enfin c'est horrible même quand on sent qu'on est sur les rotules par rapport à l'entraînement ou qu'on a une mauvaise récupération nerveuse. On sent que on est à fleur de peau. C'est comme si on avait arraché tout comment on appelle ça, la gaine autour d'un fil électrique et que c'est à vif, quoi. Donc le court jus, on le ressent tout de suite, quoi. Bref, voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Et sinon, si vous n'avez pas écouté les podcasts précédents, basculez dessus. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, bon entraînement, restez bien dans les clous par rapport à votre diète et tout ira bien. Voilà. Allez, très bonne journée. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.